Merci de nous rejoindre sur la télé du 21e siècle et bienvenue dans votre émission Starcom. Starcom, vous le savez, c'est l'émission de décryptage et d'analyse de l'actualité qui vous permet de mieux comprendre ceci pour vous permettre de prendre position sur l'actualité sociopolitique de la Guinée en toute responsabilité. Mais il faut également savoir que Starcom est le passage obligé de ceux et celles qui font cette actualité nationale. Dans cette émission, nous faisons un zoom spécial sur la présidentielle du 18 octobre prochain prévue en Guinée. Il faut dire que la Commission électorale nationale indépendante est sur la dynamique notamment de préparation de ce scrutin le plus attendu en Guinée. Ceci par la fixation de la caution de participation à l'élection présidentielle qui est prévue désormais à 800 millions de francs guinéens et le budget de campagne quant à lui a été plafonné à 2 milliards de francs guinéens. Alors la question est de savoir qu'est-ce qu'il faut retenir notamment de l'évolution du processus électoral en Guinée et que dire notamment de ce qui s'annonce comme préparatif à travers les différents bords politiques en Guinée. On essaie de savoir avec notre invité parcours qui est avec nous sur le plateau et également un autre invité qui est au bout de fil au téléphone, l'honorable Suleiman Keïta. Il est membre du bureau national de la jeunesse du RPZ Arc-en-Ciel, également député à l'Assemblée nationale sur la bannière du RPZ Arc-en-Ciel. Honorable, merci d'être passé dans l'émission Starcom, bienvenue. Merci, merci à tous vos téléspectateurs, c'est toujours un plaisir d'être là. Merci. Alors il faut savoir également que nous aurons dans cette émission bout de fil l'honorable Fodé Mohamed Souma. Je rappelle qu'il est le 5e vice-président de l'Assemblée nationale, mais également président de la GECI. Alors honorable, avec vous sur le plateau, on va partir avec ce premier reportage, cette première question, j'allais dire. Il faut dire que c'est un sujet qui continue d'agiter et d'alimenter la presse sur le continent et pourquoi pas dans la sous-région, et ça renvoie à beaucoup d'interprétations par rapport notamment au pays, la Côte d'Ivoire et la Guinée. C'est le coup d'État malien qui s'est passé et qui a conduit à la chute du régime Boubacar Keïta vers son déclin. Désormais, il y a une transition qui s'ouvre. Alors, dites-nous comment est-ce que ce coup d'État malien a été perçu ou appris du côté du RPZ Arc-en-Ciel? Ben, écoutez, nous avons tous suivi malheureusement l'évolution de la situation malienne depuis les manifestations conduites par l'imam Dicko. Ouais. Plusieurs semaines déjà, le régime malien s'était beaucoup fragilisé parce qu'il était confronté à une contestation populaire. Ouais. Et qui augmentait d'intensité pratiquement chaque jour. Maintenant, il est intervenu ce coup d'État. Et comme vous le savez, en tant que démocrate, on ne peut pas se féliciter lorsqu'il y a coup d'État. Oui. Je crois que c'est une règle générale. Il est extrêmement important de faire en sorte que les contradictions entre les politiques soient résolues strictement dans les limites définies par la loi. Mais malheureusement, on a cru qu'on était sorti du cycle des coups d'État en Afrique de l'Ouest particulièrement. Malheureusement, on retombe là-dedans. Je crois que c'est assez inquiétant dans la mesure où ce pays frère qu'est le Mali, au-delà du fait que le monde entier est frappé par l'épidémie de coronavirus, avec son corollaire de crise économique inévitable qui va frapper tous les pays et surtout nous les pays pauvres, mais aussi le Mali est depuis un certain temps confronté au terrorisme, ce qui fait que près de 60% du territoire malien est occupé aujourd'hui par des djihadistes. Donc l'État n'a pas forcément le contrôle tout à fait de ces territoires. Et vous le savez également, le chef de file de l'opposition malienne a été kidnappé depuis pratiquement 6 mois, je crois, en pleine campagne des législatives. Il a été kidnappé et jusqu'à date, on ne connaît pas sa destination. Je crois que tout ça, ce sont des questions qui nous inquiètent un peu en tant que pays de la sous-région. Surtout pays frère, la Guinée. Pays frère, vous savez que c'est un pays aussi qui n'a pas d'Assemblée nationale à ce jour. Donc tout ça, ce sont des situations qui, ma foi, pourraient avoir des conséquences très
profonde sur le plan stabilité du pays, mais aussi sur le plan du développement économique. Alors, parlant des conséquences, il y a aujourd'hui cette crainte qui s'affiche en Guinée, parce qu'aujourd'hui, on craint qu'il y ait une incidence négative de la situation malienne, notamment sur la Guinée. Aujourd'hui, est-ce que cette crainte, on peut le justifier du côté du RPG Arc-en-Ciel, vu la situation actuelle de la Guinée? Est-ce qu'on a une raison quelconque de craindre après ce coup d'État malien? Oui, mais craindre pourquoi? Je ne comprends pas bien. Craindre pour la stabilité de l'État, craindre pour un cas similaire ne se produit en Guinée. On ne le souhaite pas. On n'est pas dans ce registre, mais que ce soit la Guinée ou les autres États de la sous-région, personne n'est épargné. Ouais. La crainte la plus fondamentale, c'est bien la montée du terrorisme. Ouais. Parce que, comme le professeur Alpha Condé le rappelle souvent, le Mali constitue comme une charnière pour stopper l'avancée des terroristes vers la côte. Malheureusement, on souhaite que la situation se rétablisse rapidement et que toutes les forces qui interviennent actuellement dans la zone puissent davantage mutualiser les efforts avec la junte au pouvoir, qui, j'espère, va collaborer de manière très franche avec l'ensemble des parties prenantes pour faire en sorte que l'intégrité territoriale du Mali puisse être préservée pour nous éviter un développement du terrorisme dans les pays comme la Côte d'Ivoire, la Guinée. On a vu le Grand Bassam a été frappé. Malheureusement, vous savez que la Côte d'Ivoire a connu déjà une première des attaques. Le Burkina. Et voilà, donc je crois que s'il y a une crainte qu'on devrait avoir aujourd'hui, c'est bien cela. Et non sur la question de la stabilité. Maintenant, pour ce qui est de la stabilité, je pense que la Guinée... Des spéculations qui parlent que l'armée guinéenne pourrait tenter de la même chose. Non, on n'est pas dans le même registre. Quoi qu'on dise quand même, depuis 10 ans, le professeur Alpha Condé a réussi à réformer l'armée. Ouais. On a encore des challenges à relever, mais en 10 ans, je crois que si nous devons faire le bilan, la réforme de l'armée va se positionner en première ligne, n'est-ce pas, de tous ces acquis, de toutes ces réformes qui ont été faites. C'est que vous savez, la Guinée a au moins 2000 soldats sur le territoire malien qui interviennent dans le cadre de la mission internationale de maintien, la force Barkhane. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui l'armée guinéenne est une armée républicaine et puis voilà, le président de la République jouit quand même d'une légitimité. Mais c'est un cas qui est incontestable. Non, mais c'était pour le cas également du BK. Et voilà, c'était un président qui était en cours de mandat. Non, voilà. Vous savez, il y a la... Et à l'image du M5 en Guinée, on parle du FNDC. Vous savez, il y a la légalité, il y a la légitimité. Au Mali, c'est vrai, il y a le mouvement du M5. En Guinée, on a le FNDC. C'est consécutif à plusieurs crises à plusieurs situations malheureuses qui se sont superposées et qui font qu'à un moment donné, le régime malien n'avait plus les moyens nécessaires de pouvoir contenir tous ces problèmes. Mais en Guinée, c'est tout à fait différent. D'abord, bien que le pays traverse des difficultés, mais les fondamentaux restent maintenus. Vous parlez du FNDC. Le FNDC est une association, je l'ai toujours dit, d'anciens dignitaires en perte de légitimité et qui cherchent à tout prix à se refaire une nouvelle santé politique, mais sauf que le peuple de Guinée... Sauf qu'il n'y a rien à craindre. Voilà, le peuple de Guinée est suffisamment conscient de ce que constituent ces gens-là, et du coup, ils ne peuvent pas, mobiliser. C'est pas possible, parce qu'on ne leur fait pas confiance. Et en face, il y a un pouvoir quand même qui travaille, en dépit du contexte difficile et des difficultés que vous connaissez, des tentatives de sabotage systématique de la gouvernance du protocole depuis 10 ans, avec à la clé plus de 600 manifestations. Nous avons fait des résultats qui aujourd'hui
sont appréciés par la majorité des Guinéens. J'aime le dire souvent, à moins qu'on ne soit daltonien pour ne pas s'en apercevoir de ces avancées. Et nous, au niveau de la jeunesse, nous sommes debout, mais nous sommes sérieusement debout pour que nous puissions consolider ces acquis, parce qu'aujourd'hui, il y a des bases qui sont posées. Et moi, je suis convaincu... On va parler de ces acquis du chef de l'État. Ces bases, elles sont consolidées, naturellement. Dans cette émission, on va parler d'élections, et qui parle d'élections parle forcément de bilan du président de la République. Alors, on ouvre désormais la page politique de cette émission, parce qu'on parlait de Mali, pour parler de la CENI, qui est déjà en perspective de préparation sur l'organisation de l'élection présidentielle. Alors, il y a eu cette annonce cette semaine, notamment en ce qui concerne la fixation de la caution de participation à l'élection présidentielle. Certes, pour les petits partis, on peut avoir peur, mais pour vous, RPG Arc-en-Ciel, ce n'est qu'une sorte de formule. Et certains s'accordent à dire que la CENI, par cette fixation ou par cette somme, c'est une façon pour elle notamment d'éliminer quelques partis politiques au profit du RPG Arc-en-Ciel. Quelle est votre réaction sur ça? D'abord sur la caution et ceux qui pensent que c'est fait à dessein pour réduire le nombre de participants. Bon, écoutez, je crois que si on avait des mesures à prendre pour empêcher à des partis politiques de ne pas participer aux élections, c'est les grands partis. On n'a aucun intérêt d'empêcher un petit parti, c'est vous qui le dites, entre griffes, aux élections. Et ça, c'est un. Deuxièmement, les élections en Guinée ne sont pas organisées par la mouvance présidentielle. C'est très important. Il faut qu'on sorte de cette confusion. Vous savez, c'est l'un des problèmes de la démocratie en Afrique. Nous mettons en place des institutions, après on ne les respecte pas. Nous avons souscrit au principe de la CENI, c'est-à-dire qu'une commission indépendante qui organise les élections, en lieu et place de l'administration des territoires, tout près au Sénégal, je crois qu'il y a le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Chez nous, c'était le cas. On a mis la CENI en place. Et vous savez très bien comment cette CENI elle est composée. Dernièrement, quand il a été question, on a recomposé la CENI ici combien de fois lors des dialogues. Et chaque fois qu'on a recomposé, les grands partis dont vous parlez, qu'ils amènent comme commissaires, c'est leurs petits frères, leurs cousins, leurs tantes, qu'ils amènent à la CENI et qui siègent. Mais quand on fait des élections, on dit non, la CENI n'est pas indépendante. Alors qu'aucun membre de la CENI n'est sorti pour dire que nous ne sommes pas indépendants, nous sommes inféodés, on nous empêche de travailler. Ce qui veut dire que ça n'a rien à voir. Il faut qu'on soit sérieux. La CENI est une institution qui travaille sur la base d'une loi. Il y a une loi qui régit la CENI et qui délimite tout ce qui doit être fait dans le cadre de l'organisation des élections. Alors, honorable, vous allez permettre notamment que je vous coupe la parole parce que déjà nous avons notre invité au bout de téléphone, l'honorable Fodé Mohamed Souma. Mais je voudrais dire d'abord bonjour à l'honorable. Bienvenue honorable dans cette émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Bonjour à vous, bonjour à vos téléspectateurs, bonjour. vos auditeurs. Bonjour à vous. Bonjour honorable. Bonjour. On n'est pas en connexion, j'imagine. Bonjour. On a un petit souci technique, mais ce n'est que partie remise. Oui. Allô? Bonjour honorable. Oui, bonjour à vous. Merci d'être avec nous dans l'émission Starcom et bienvenue à vous. Tout le plaisir pour moi. Starcom, Star TV, c'est une télé qui compte. Et c'est vraiment ma maison, si j'ose dire. Alors, je vais vous dire, honorable, de garder la ligne avec nous dans cette émission. On va marquer une courte pause avant de revenir avec vous pour la deuxième partie de l'émission Starcom consacrée essentiellement à un regard croisé sur le scrutin de 12 octobre prochain. Je suis à votre disposition. À tout à l'heure. Nos valeurs, innovation, performance, intégrité.
Merci pour votre considération et confiance renouvelée sans cesse à cette télé, la télé du 21e siècle et plus particulièrement à cette émission Starcom, l'émission qui vous permet de mieux comprendre les dessous de l'actualité sociopolitique de la Guinée. Ceci pour vous permettre de prendre position en toute responsabilité. Alors on va partir sur le terrain avec notre invité qui était là déjà, Honorable Fodé Mohamed Souma. Bienvenue dans l'émission. Alors, dans cette émission, je voudrais également avoir votre première impression sur cette caution annoncée par la Commission électorale nationale indépendante pour la participation à l'élection présidentielle du 12 octobre 2020, qui est fixée désormais à 800 millions. Comment est-ce que vous avez appris la fixation de cette somme? Est-ce que vous estimez que c'est une somme qui est justifiée aujourd'hui par rapport à la vie politique de la Guinée? Moi, je commencerai d'abord par dire que je m'attendais à plus. Je rappelle qu'on a sur ce plateau votre homologue député, honorable Suleiman Keita également. Pouvez-vous dire bonjour? D'accord. Bonjour Suleiman. Bonjour M. Keita. Bonjour honorable. Bonjour. Bonjour à vous. Donc, merci. Je commencerai par dire qu'on s'attendait à un montant exorbitant dans la mesure où, pour toutes les autres élections, les cautions ont été multipliées par 3, par 4. Ouais. Et donc, aujourd'hui, on en est à 800 millions. Ce qui me heurte aussi, c'est de voir le plafond des dépenses à 20 milliards. Du budget de campagne. Qui est une hérésie. Je pense sincèrement, moi personnellement, ce n'est pas la caution, le montant qui m'importe. Ouais. C'est les contours pour être candidat. Je crois qu'il faut que dans notre pays, on institutionnalise, on balise le terrain. N'importe qui ne peut pas être candidat parce que tu es guinéen, éligible et tu peux payer ta caution. Je crois qu'il faut, au regard du parcours de l'individu, de la femme, de l'homme, son background, ce qu'il a réalisé pour lui-même, pour le pays, ouais. Parce qu'il faut tracer les biens de l'individu. Qu'on sache ce qu'il a fait pour lui-même et ce qu'il est capable de promettre au pays. Il faut qu'on en arrive à vraiment arriver vers une short list qui ferait que pour être candidat, voici les critères. Ce n'est pas seulement le côté médical, le côté financier. Non, il y a le côté de la compétence de l'individu, ouais. Jusqu'à vouloir être le premier magistrat ou la première femme présidente de ce pays. Je crois que c'est ça, le débat va porter sur les contours d'abord pour être candidat. Et si on continue à toujours aller dans ce sens, d'ailleurs dans la constitution qui a été proposée au référendum, on parlait même de candidature indépendante. Vous vous imaginez, ouais. Pour une présidence de la République, on parle de candidature indépendante. Non, c'est inadmissible. Ouais. C'est comme ça que les Péruviens ont eu un président japonais. C'est comme ça que la Guinée ne serait pas à l'abri des lobbies et tout ce qui s'ensuit. Non, ouais. Vous voulez être président, vous créez un parti, ou vous entrez dans un parti et vous allez à la conquête de l'électorat. Mais vous ne pouvez pas sortir de nulle part et constitutionnellement être capable de diriger le pays. Ouais. Donc, il y a tout un travail qu'il faut qu'on abatte en amont. Qui peut être président ou présidente avant de parler de caution et de moyens de campagne, etc. Alors, honorable, sur la question du scrutin du 12 octobre, c'est vrai que l'opposition parlementaire, extra-parlementaire est en perspective notamment de participation. Alors, première question, comment est-ce que vous voyez cette organisation? Est-ce que, selon vous, on part vers une élection crédible? Oui, vous savez, là aussi encore, on met toujours la charrue avant les bœufs. Nous, aujourd'hui, on est l'opposition parlementaire. Donc, nous avons eu à discuter entre nous pour transformer notre alliance politique en alliance électorale. Oui. Et donc, nous avons pu avoir 5 des 9 partis qui ont accepté de se transformer en coalition électorale. Et nous sommes allés vers l'opposition extra-parlementaire pour essayer de ratisser large. Et nous avons même ouvert les vannes vers les associations féminines, les groupements féminins, les mouvements de jeunesse, parce qu'on veut que cette élection soit citoyenne, que chacun se sente impliqué. Et nous pensons aujourd'hui que pour pouvoir obtenir l'alternance, il est impératif, absolument obligé qu'on ait une candidature unique. Ouais. Si on n'a pas une candidature unique, eh bien, on est en train d'accompagner le pouvoir.
dans la mesure où l'électorat de l'opposition est majoritaire dans ce pays. Mais si nous avons une multiplicité de candidatures, on va émietter cet électorat. Alors que le RPG fera le plein de ses voix et profitera de la campagne pour massifier. Alors, sur la question d'organisation, est-ce que vous êtes confiant en termes de la crédibilité et de la transparence de ce processus qui se prépare? Personnellement, au vu de ce qui s'est passé ailleurs, je crois qu'il y en a qui parlent d'élections, de date butoir, et qui veulent mettre des préalables. C'est-à-dire, il faut le fichier, il faut le nouvel opérateur, il faut. Non, je pense que aujourd'hui, le problème, ce n'est pas de revenir sur le débat clivant ou aller vers le glissement. La date a été fixée. C'est à nous, opposition, de trouver les voies et moyens pour pouvoir obtenir l'alternance. Et je pense que c'est possible. Bien. Si nous sécurisons nos voix, si nous sécurisons les bureaux de vote. Donc, ce débat de fichier, de tout ça, pour moi, aujourd'hui, il n'a même pas lieu d'être parce qu'on a une date qui est là et il faut faire avec. Merci, honorable, d'être passé dans l'émission Starcom. Je vous en prie. Alors, de retour sur ce plateau avec notre invité qui est avec nous, l'honorable Souleymane Keita. Alors, vous avez écouté ces griefs notamment de l'opposition parlementaire. D'abord, il mettait l'accent sur la valeur de celui qui doit être candidat ou pas, au lieu de primer sur la question de la caution. Comment est-ce que vous avez observé tout cela? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui en Guinée, on mise plus sur la capacité financière que sur les critères d'éligibilité? J'avoue que je suis d'accord avec lui. Ouais. C'est clair. Je l'avais dit déjà dans une autre radio de la place, quand on m'a interrogé sur la question. J'ai dit que pour moi, la caution ne m'intéresse pas trop, parce que quelqu'un qui veut réellement le pouvoir se donnera les moyens de payer la caution. Évidemment. Cependant, il faut créer... On a vu ça lors des autres élections présidentielles. Quelqu'un est parti même payer pour des candidats et sous l'anonymat. Justement. Voilà, donc, pour moi, la caution, ce n'est pas là le problème. Le problème, justement, il faut faire en sorte qu'il y ait des règles, des conditions assez rigoureuses pour éviter que n'importe qui ne soit candidat. Voilà, moi, on pourrait dire par exemple que quand vous êtes... comment on appelle, épinglé dans une histoire de corruption, naturellement, vous ne pouvez pas être candidat. Évidemment. Je crois que ça, c'est des choses qui vont arriver. En tout cas, c'est ça que nous voulons. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, pour le moment, dans le cadre de la légalité, il y a des conditions qui sont définies. C'est le paiement de la caution, la nationalité guinéenne. Vous allez passer devant un collège de médecins assermentés pour statuer sur votre état de santé. Vous jouissez de vos droits civiques, ainsi de suite. Mais à la longue, il faut qu'on aille au-delà. Parce qu'aujourd'hui, ce dont la Guinée est victime, c'est que ce sont les anciens dignitaires qui ont été aussi non mais c'est trop facile, monsieur. Non mais c'est facile. Non mais c'est facile, monsieur Keita. C'est facile ça, ce n'est pas... Non mais vous avez la possibilité de tout changer, vous avez changé la Constitution. Je vous renvoie simplement... Ne renvoyez pas tout à cette place. Je vous renvoie simplement aux événements de 2006-2007. Quand nous avons manifesté en 2006-2007, on a amené le président Lansana Conté, paix à son âme, à mettre en place un gouvernement de consensus. Mais quelle était la revendication principale? On a dit à Conté, tous ceux qui ont été ministres les 10 dernières années ne devraient pas rentrer dans le nouveau gouvernement de consensus. Tous ceux qui sont opposants aujourd'hui étaient exclus de facto. Donc, c'est pour vous dire que dans la conscience collective, nous sommes conscients que la gestion n'a pas été cela. Parce qu'imaginez, après 24 ans de gestion du régime Conté, si je cumule le tout, 5 ans... Ce n'est pas non plus votre gestion qui... Ah si. Voilà, nous, notre gestion, quand même, on a un bilan. En 2010, la Guinée avait quoi? C'est ça le problème. Quelle est la seule route en Guinée digne de nom avant 2010? Quelle est la seule université? C'est Guérin Koulibaly et tous les ponts. Voilà, ça c'est fait sur... Voilà, c'est... Non mais quand même, vous pouvez le reconnaître quand même, parce que ça fait partie du bilan de... Quand j'écoute souvent le chef de file de l'opposition, ça me fait rire. Quand on parle du bilan, il dit qu'il n'était pas le président. Quand on parle de la route ou d'un pont, il dit que c'est lui qui a fait. Alors, vous ne pouvez pas assumer les actifs et ne pas assumer les passifs. Quand une gestion, vous assumez la totalité. J'ai dit aujourd'hui,
la Guinée est dans un processus de transformation profonde. Ouais. Et moi, en tant que jeune, je serais heureux de constater un jour que dans mon pays, lorsque vous avez été inconséquent dans la gestion des biens de l'État, cela doit être un handicap pour vous, pour penser à vous présenter à un mandat électif dans notre pays. Alors, parlons à présent du président Kanzé. C'est vrai que vous avez fait toute une sorte que certains, vos détracteurs qualifient de promenade de santé avec votre convention pour désigner le président qui ne tient pas, voilà, quelque chose qui était caché. On savait que le président allait être forcément désigné, mais on a organisé toute une semaine ou des mois de rencontres à l'intérieur du pays qui a abouti à Conakry pour finalement désigner le chef de l'État qui n'avait pas de concurrent. On le savait qu'il allait désigné. Aujourd'hui, après tout ce temps, est-ce que vous ne doutez pas un seul instant, avec tout ce qui est en train de se tramer sur le continent, que le président Alpha Condé pourrait vous décevoir en termes de réponse? Moi, je n'ai pas de doute pour ça. Le président ne va jamais nous décevoir. Nous avons pris une décision en toute connaissance des causes. Et puis, vous oubliez qu'aujourd'hui, quand on dit l'ORPG arc-en-ciel, c'est une grande mouvance, composée d'une mosaïque. D'opportunistes aussi. Non, moi je considère. Attendez, un avocat qui a passé 7 années à vous critiquer. Moi je considère. Non, mais attendez, avec quel poids politique? Moi je considère. Moi, monsieur Keïta, quand même. Moi je considère. C'est vrai qu'ils sont avec vous, mais quand même, ce sont des opportunistes. Moi je considère que lorsque quelqu'un m'a combattu hier et qui a expliqué que ma vision des choses n'était pas la bonne, et qui me rejoint le lendemain, ça me réconforte dans ma conviction. Oui, mais nous, population, ça ne nous arrange pas. Non. C'est pas parce que ça... Non, ça vous arrange parce qu'ils viennent pour suivre la vision que nous avons, pas leur vision. Ouais. Ça veut dire qu'on nous donne raison sur la justesse de nos choix et de notre projet de société. Parce qu'après, c'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait en Guinée? Quelles sont les perspectives? Quelle est la garantie qu'offre le professeur Alpha Condé pour arriver à réaliser ses ambitions? C'est ce qui compte. Donc pour nous, le professeur Alpha Condé, nous l'avons désigné comme candidat, conformément à nos textes et à nos statuts. Il nous a dit qu'il prenait acte. Nous sommes sur le terrain. Vous voyez actuellement, tous les jours, nous sommes sur le terrain pour aller expliquer aux jeunes. Ouais, parce que la question se pose. On va parler de ces assez souvent. La question se pose assez souvent. Vous continuez à soutenir un débat sur ça quand même. Oui, mais sur vos mouvements. On ne peut pas comprendre que des ministres, des directeurs, des vice-gouverneurs de la Banque centrale créent des mouvements pour soutenir le chef de l'État. Un soutien qui se baserait sur l'argent du contribuable guinéen. C'est vous qui le dites, vous n'avez aucun moyen de le prouver. Oui, mais où ils vont enlever l'argent? Oui, mais vous n'avez aucun... Moi, je suis en campagne. Nous sommes dans une crise sanitaire quand même. On ne peut pas continuer à... Vous pensez que faire campagne, ça allait distribuer de l'argent? Non, pas du tout. Moi, je suis pratiquement tous les jours, pratiquement. Je passe dans un foyer de jeunes, dans des foyers de jeunesse, je passe dans les grains, je passe au niveau des associations de jeunesse, je viens voir des étudiants, des élèves, je discute avec eux pour dire, écoutez, il s'agit de notre pays. Et par conséquent, chacun de nous devrait s'engager. Et voilà pourquoi nous pensons que le professeur Alpha Condé pourrait permettre à la Guinée, pour les 6 années à venir, de consolider les bases du développement économique pour le bonheur de la génération montante. Ce débat, nous le faisons, ça ne me coûte pas de l'argent. Peut-être que je paye du carburant pour venir, mais je n'ai pas besoin de distribuer de l'argent aux jeunes pour leur faire comprendre de la justesse de notre choix. Les autres partis font la même chose. C'est ça la démocratie en fait. Sauf que vous avez la main dans la pâte. C'est différent. Mais vous oubliez que nous avons fait 40 ans d'opposition. Oui. Attention, ça dit que c'est trop facile. Les gens... moi, ça dit que je ne comprends pas cette opposition. Nous, on était opposants. On est resté opposants longtemps. On n'a jamais accepté la compromission. On est resté conséquent dans notre vision. On n'a jamais accepté quoi que ce soit du pouvoir. Parce qu'on avait une vision claire de la Guinée. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir, c'est le jeu démocratique. L'opposition devrait travailler pour convaincre les populations à souscrire à sa vision. Malheureusement, cela n'existe pas. C'est-à-dire que le comportement de l'opposition ressemble un peu à une équipe de football qui veut jouer avec Barcelone, mais on dit non, Messi ne doit pas jouer. Voilà. Nous voulons jouer avec Barça,
Mais Messi ne joue pas. On va parler de cette opposition tout à l'heure, mais je voudrais qu'on aille avec ces premiers éléments de reportage de cette émission avant de revenir désormais pour parler de l'opposition guinéenne parlementaire et également extra-parlementaire qui annonce une candidature unique pour barrer la route au président de la République, notamment pour son nouvelle mandature, mais également ce courrier est sorti notamment par le principal opposant du professeur Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo, l'UFDG, qui adresse désormais un courrier pour avoir l'avis de ses militants afin de participer ou pas à l'élection présidentielle du 18 octobre prochain. Mais tout ça, c'est après cet élément de reportage. C'est le palais du peuple à Conakry qui sert de cadre à la convention nationale du RPG Arc-en-Ciel pour le choix du candidat du parti au compte de l'élection présidentielle de 2020. À la rentrée principale, un impressionnant dispositif sécuritaire est déployé pour filtrer tous les mouvements des visiteurs. De l'autre côté, une équipe de l'Agence nationale de sécurité sanitaire procède au test rapide des partisans du régime avant d'accéder à la salle. Un contrôle sanitaire que justifie le responsable de la commission santé du parti. Parmi les dépistages à test rapide, plus de 11 cas de positivité. Et ce matin, je prends nous sommes à 3-4 cas de positivité, ce qui suppose que la commission santé ne s'est pas trompée en incitant vraiment ces mesures par rapport à la COVID-19. Cette première journée a été consacrée à la présentation du résultat des différentes conventions régionales du parti. Pour Honorable Zénab Kamara, député uninominal de Bofa, le choix du président Alpha Condé comme candidat par les commissions régionales est le fruit du bilan positif de la gestion du chef de l'État. Donc nous sommes très ravis de cette convention. Cela va dans le sens du processus de démocratisation, non seulement de notre parti, mais également du pays. Donc nous avons des délégués qui sont venus de toutes les régions pour venir se prononcer, pour venir communier ensemble, parler d'une seule voix. Nous attendons du président de pouvoir continuer les grands chantiers qui ont déjà été amorcés durant ces 10 années, notamment dans le domaine économique, où nous avons vu que la Guinée fait partie des pays en voie de très bonne voie de développement avec les grands chantiers, les travaux, les infrastructures routières, énergétiques, minières, etc. Mais surtout, un outil de développement formidable qui a été développé par le président de la République et le gouvernement. C'est l'outil de développement comme l'ANAFIC, l'ANIES, pour partager la richesse générée par les ressources économiques de notre pays. Cette convention nationale durera 2 jours à Conakry et les travaux risquent de débourser sur le choix du champion du RPG Arc-en-Ciel, Alpha Condé, comme candidat à sa propre succession pour l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Des retours dans cette émission consacrée essentiellement au scrutin du 18 octobre prochain prévu pour la présidentielle en Guinée. Alors, honorable, on continue à parler notamment du RPG Arc-en-Ciel et de l'élection présidentielle. Alors, il y a aujourd'hui cette question qui revient, parce qu'on le sait, hein, on ne peut pas avoir le challenge d'Alpha Condé pendant qu'il est en vie ou bien pendant qu'il existe, mais est-ce que si la formule où le dé est tombé sur la face pile et que le professeur Alpha Condé disait aujourd'hui qu'il n'est pas disposé à continuer mais que son parti peut continuer, est-ce que c'est possible de trouver un autre successeur ou un autre candidat au RPG? Est-ce qu'il y en a vraiment de la maturité au sein du RPG Arc-en-Ciel? C'est pas compliqué. Le professeur Alpha Condé, c'est notre leader naturel. Ouais. Et même le terme là, moi je ne suis pas d'accord avec ça, leader naturel. Si, c'est notre leader. C'est un jeune qui aspire, qui a des ambitions. Oui, leader naturel. C'est notre leader naturel. Est-ce que c'est pas trop je dirais, excessif? Non, je dirais même emblématique. Bon, emblématique, d'accord. Au regard, naturel. Au regard de son combat. C'est comme si le RPG l'appartient et non que ce soit un parti politique. Non, parce en fait, que, voilà, vous savez, normalement un parti politique. Non, ça c'est dans tous les pays du monde. Ouais. Il y a toujours des hommes qui impactent ouais. de manière indélébile
n'est-ce pas, le processus politique du pays, mais des partis politiques aussi. On parle de Mandela. Ah oui, avec l'ANC. Voilà, donc c'est comme ça. Nous, le professeur Alpha Condé, c'est comme ça. C'est vraiment l'icône du parti. Nous l'avons investi comme candidat. On attend sa réponse. S'il devrait décliner l'offre, il nous dirait la voie à suivre. C'est aussi simple. Ah, okay, c'est lui-même qui... Nous lui faisons confiance. Oui. Alors, il nous dira ce qu'il faut faire. Oui. Alors, il y a cette question, parce qu'il faut dire que l'opposition également n'est pas couchée sur ce laurier, parce que maintenant, il y a 3 oppositions en Guinée. Nous avons l'opposition parlementaire qui a des sièges à l'Assemblée nationale. Nous avons l'opposition extra-parlementaire, ceux qui ont participé au double scrutin et qui n'ont pas eu de députés. Et l'opposition républicaine qui regroupe également les ténors de l'opposition guinéenne. Alors, il y a l'opposition parlementaire, extra-parlementaire qui semble être dans une dynamique, vous l'avez suivi tout à l'heure, notamment à l'honorable Mohamed Souma, vers une candidature unique pour barrer la route au président Alpha Condé. Est-ce que ça vous fait peur que, pour une fois dans l'histoire de la Guinée, qu'il y ait des opposants acceptent de s'unir et désigner un candidat unique? Ça ne nous fait pas peur du tout, mais pas du tout. Écoutez, quand on a mis le FNDC en place, j'avais eu le privilège d'intervenir sur une radio de grande écoute. J'ai dit que c'était un mariage forcé. Ça ne peut pas prospérer parce que les personnalités qui composaient le FNDC, puisqu'il n'existe plus, étaient complètement antinomiques, mais également les objectifs étaient des objectifs disparates. Ça fait qu'ils nous ont simplement fait perdre du temps en créant assez de désordre dans le pays. Mais aujourd'hui, la réalité est ce qu'elle est. Maintenant, candidat unique de l'opposition, il appartient à l'opposition d'utiliser la stratégie. Là, vous avez peur quand même. D'utiliser la stratégie qui leur permet d'obtenir la permanence, comme il le dit. Ça vous ébranle. Ça ne peut pas nous ébranler. Alpha Condé ça ne peut pas nous ébranler. Le président de la République est passé par la même formule avec le CODEM, avec c'est-à-dire bon, Sidia. Non, mais il n'y a pas eu de candidature unique. Oui, mais quand même, c'était presque la même chose. Non, il n'y a pas eu une sorte d'union. Non, il n'y a pas eu de candidature unique. Il y a eu une organisation qui a permis aux opposants à l'époque de parler d'une voix. Et c'est bien de le rappeler. Vous comprendrez la largesse et l'ouverture d'esprit et l'homme de compromis qui constitue le professeur Alpha Condé. À l'époque, nous on avait 19 députés, le RPG Arc-en-Ciel. Lui, le Ba Ousmane, enfin, Siradio Diallo et Ba Mamadou, les deux faisaient 17. Mais nous avons accepté de donner la présidence de la CODEM à Ba Mamadou. Ça, c'est une ouverture d'esprit. De passage, je le dis. Maintenant, pour ce qui concerne l'opposition... Cette fois-ci, l'opposition veut faire la même chose contre vous. Oui, mais tant mieux. Vous avez peur quand même. Tant mieux. Mais on ne peut pas avoir peur pour 2 raisons. Oui. Parce que les ténors qui composent l'opposition aujourd'hui ne bénéficient pas de la confiance du peuple, encore une fois. Je vous dis, les jeunes n'ont pas confiance. C'est clair. Ce que je vous dis est vrai. Beaucoup de jeunes en Guinée ne sont pas forcément du RPG, mais ils n'ont pas confiance à cette classe politique parce qu'elle ne rassure pas. C'est une opposition qui n'a pas de programme, mais qui est rattrapée par son histoire de mauvaise gestion et de corruption dans le pays. Donc aujourd'hui, d'abord, je vais te dire qu'ils ne peuvent pas s'entendre sur un seul candidat. Deuxièmement, s'ils arrivaient à s'entendre sur un seul candidat, ce candidat serait un des anciens premiers ministres qui, au regard de la population, ne sont pas des gens crédibles, ne constituent pas une alternative pour le développement. Et nous sommes forts d'un bilan et d'un homme qui est quand même, comme le dit Adjanantou, un mastodonte, qui a le charisme nécessaire, oui, mais attendez. qui a les relations nécessaires, qui a le leadership nécessaire parlant des capacités politiques. Parlant des capacités politiques, je rappelle que l'UFDG, par exemple, qui est le principal opposant du président Alpha Condé, vous a battu lors de l'élection communale, même à Kaloum, aux portes de Sékou-Touré. Mais vous n'avez pas compris. Voilà, vous n'avez pas compris. Vous ne pouvez pas les négliger ainsi. Moi, je ne nie pas ça. Oui, voilà, aux portes de Sékou-Touré. Vous n'avez pas pu gagner à Kaloum. Et c'est là vous comprenez l'incohérence de notre opposition. L'UFDG a gagné une majorité des conseillers au niveau de Conakry. C'est une vérité. Mais ce n'est pas le professeur Alpha Condé qui était candidat. C'est des hommes qu'on a présentés. Et moi, je n'ai pas le complexe de vous dire que nous avons fait des erreurs graves. Parce qu'on a présenté des hommes qui n'étaient pas acceptés par la base. Ouais. Mais le parti, malheureusement,
à cautionner cela. Et ça fait que nous avons perdu même dans certains de nos fiefs de voir des candidats indépendants. Juste à Kaloumé. Chez moi, à Farana, attends, tu ne vas pas... La commune qui abrite... Ne va pas là-bas. Chez moi, à Farana, c'est des jeunes du parti qui ont battu le parti, mais sous le label des candidatures indépendantes. C'est la même chose à Sikri, dans certaines préfectures. Conakry, on n'en parle pas. Ça, c'est un problème lié au fonctionnement du parti. Ça n'a rien à voir avec le président Alpha Condé. Et les gens le disaient. Même certains de ces candidats disaient, nous sommes pour Alpha Condé, nous sommes pour le président Alpha Condé, mais ils ne sont pas pour les candidats présentés par le parti. Moi, j'assume. Alors, il y a... Aujourd'hui, il s'agit de... Il y a cette information quand même fortement qui va faire peur, parce que je rappelle que jusqu'aux jours d'aujourd'hui, en attendant que le professeur Alpha Condé est en train de réfléchir à la réponse qu'il va vous donner, il y a également l'UFDG, lui qui a trouvé la formule démocratique de partir vers ces militants pour demander leur avis de participer ou pas à l'élection présidentielle. Est-ce que ça ne fait pas chaud au cœur, notamment à l'amour? Parce que là, c'est Cellou Dalein Diallo qui demande l'avis. Et ça, c'est démocratique. Hein, voilà. Il ne veut pas décider sans avoir le cutus de ses militants. Vous savez, ça fait rigoler. Quand j'ai vu ça, d'abord, j'ai cru que c'était une erreur parce que au niveau de la lettre circulaire, je peux l'appeler ainsi, c'est mentionné 2019 alors qu'on est en 2020. Ça veut dire déjà que les gens sont complètement perturbés. Deuxièmement, je crois que l'UFDG n'a pas eu besoin de consulter sa base de cette manière-là, formelle. Lorsqu'il a été question de boycotter le 12 scrutin, on a dit partout, il faut aller, on ne vote pas, mais les autres aussi ne votent pas. Voilà. Maintenant qu'aujourd'hui, qu'on nous sort un courrier où l'UFDG demande à ses militants de se prononcer, c'est quand même démocratique. Et dans un délai de rigueur. C'est démocratique. Moi, je suis... Ça ressort le nom. Je suis curieux, c'est intéressant, ça fait amuser. Et pendant ce temps, mon ami Tchangel, lui, devient chroniqueur. Voilà, tu as vu, tout ça, c'est vraiment intéressant au sein de l'UFDG. Mais ce sont des signes annonciateurs d'un parti en déconfiture et en manque de confiance et en perte de vitesse. C'est cela. Honorable. C'est cela. Non, mais beaucoup de militants, beaucoup de militants de l'UFDG voulaient que leur parti participe aux législatives. J'ai parlé avec certains députés sortants. J'ai parlé avec des jeunes de l'UFDG qui m'ont dit c'est notre choix, mais c'est la direction nationale qui a décidé. Maintenant, si aujourd'hui la direction nationale se rend compte qu'elle doit respecter sa base, eh bien, tant mieux pour les militants de l'UFDG. Mais toujours est-il que nous nous sommes engagés dans un processus électoral du 18 octobre prochain. Les délais sont définis par la loi, ce n'est pas nous. L'État est engagé avec tous les partenaires qui accompagnent, que ce soit la CEDEAO, les experts sont déjà là avant-hier pour continuer, pour finaliser le travail de toilettage du fichier dans les jours à venir. Donc il y a tout un ensemble de choses, j'ai compris, c'est pourquoi d'ailleurs dans leurs documents, il y a un délai de rigueur qui est donné pour que rapidement les gens donnent leur point de vue. C'est tant mieux pour l'UFDG, tant mieux pour leur démocratie. Nous, on va aux élections, nous sommes convaincus de les remporter, encore une fois parce que nous avons un bilan et nous avons un candidat qui peut gagner. Et avec toute la coalition qui a été créée, que ce soit la CODEC, justement, que ce soit le NAPDD, que ce soit les leaders, jeunes, femmes, associations, aujourd'hui tout le monde a souscrit au principe que le professeur Alpha Condé devrait continuer. Parlant de ces coalitions, honorable Suleiman Keita, je rappelle que nous sommes dans une crise sanitaire qui affecte sérieusement l'économie nationale et les citoyens en tirent difficilement la queue aujourd'hui par rapport à leur quotidien. Mais malheureusement, on a ce constat et il n'y a que par-ci, par-là des naissances, des mouvements de soutien au chef de l'État pour l'élection présidentielle. Et malgré, d'ailleurs, la plupart de ces mouvements sont entretenus ou créés par des ministres ou des hauts commis de l'État qui viennent, soit dit-on, soutenir le chef de l'État. Mais un soutien qui n'est pas basé par notamment un apport financier, mais plutôt on prend de l'argent public pour déverser dans ces actes d'activité. Est-ce que vous avez cette information ou comment est-ce que vous interprétez tout cela? Vous portez des accusations. C'est-à-dire que vous êtes en train d'accuser. L'argent public appartient au peuple de Guinée. Ouais. On n'utilise pas l'argent public pour faire la campagne d'un parti politique. Non, je suis désolé. Oui. Je suis désolé. Mais ce sont des directeurs, des ministres qui sont des présidents. Si moi, député, je descends sur le terrain pour aller battre campagne, je le fais avec mes moyens. Quand le parti va organiser la campagne
proprement dite. Il y a un budget de campagne qui est voté au niveau du parti et le parti a ses sources de revenus. Vous êtes député. Mais écoutez, vous avez des primes, le mais un ministre a ses sources de revenus. Oui, mais un ministre qui ne peut pas... Un ministre. Au regard des salaires des ministres. Un ministre qui veut soutenir le président, il va sortir l'argent honorable. Qui soutient le président, le fait à ses moyens. Et personne ne vous a dit que les ministres viennent distribuer de l'argent à des... Non, c'est ce qui s'est dit sur vous. Mais c'est pas vrai. Les détracteurs le racontent. Mais qu'est-ce que tu veux? Toi-même tu dis, nos détracteurs, ils ne peuvent que faire ça, la diffamation. Nous, on n'échappe pas à ça. À plus forte raison, les membres du gouvernement. Vous savez, et cela ne doit pas t'étonner. Ceux qui le font étaient aux affaires. C'est comme ça qu'ils faisaient. Ils pensent que c'est la même chose. On a vu ici des parrains nationaux avec le PIP. Le chef de file, je parle beaucoup de lui aujourd'hui, était l'inspecteur de la campagne pour le référendum à Moine-Guinée. C'est dépassé. Ah ouais, donc c'est dépassé. Et ça compte. On ne peut pas prendre l'exemple d'un autre. Mais avec quoi ils ont fait? Nous, on n'utilise pas les moyens de l'État. Et surtout, aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de contrôler l'action du gouvernement. Il y a plusieurs moyens il y a la liberté de la presse. Les médias sont partout. La parole est libérée. À l'époque, on n'avait pas d'informations. Les gens, ils ont fait tout de manière mais la plus opaque. C'est simplement les conséquences que nous avons vues sur la population. Donc, ce ne sont pas les moyens de l'État. Et si il s'avérerait que c'est les moyens de l'État, bien entendu, il y a des mécanismes de poursuite. Nous, le président de la République n'a dit à personne d'utiliser les moyens de l'État pour aller battre campagne. Nous faisons un travail de persuasion parce que nous considérons que nous avons un bilan et nous devons expliquer, faire un travail comparatif entre ce que la Guinée était avant notre arrivée et ce que la Guinée est aujourd'hui, mais aussi quelles sont les perspectives concrètes. Vous avez le Simandou, avec la convention du Simandou, la Guinée va avoir un trans-guinéen. C'est clair. On va exploiter les minerais de fer de Simandou. Mais c'est sur maquette. Pardon, pas sur maquette. Pas sur maquette. Les travaux ont commencé. En tout cas, beaucoup de Guinéens. Non, les travaux ont commencé. Beaucoup de Guinéens ont été choqués quand on a entendu le Premier ministre dire lors de votre convention qu'il y a eu la création de plus de 200 000 emplois, la construction de 200 hôpitaux. Sincèrement, est-ce qu'on parle de la Guinée de nous vivons, sincèrement? Mais vous êtes à Conakry. Ouais. Vous êtes à Conakry. 200 hôpitaux, monsieur. Non, moi je ne parle pas d'hôpitaux. Vous savez, les gens sont aussi suffisamment forts pour déformer ou sortir les déclarations de leur contexte. Ouais. Mais avec Ebola, toutes les sous-préfectures ont eu des centres de santé dignes de nom. Qui est différent Ce qui n'était pas le cas. Moi, je ne dis pas hôpital. Voilà, mais... Moi, je ne dis pas hôpital. Je dis pas hôpital. La Guinée a combien d'hôpitaux? C'est ça. Vous savez, depuis l'indépendance, la Deuxième République a construit combien d'hôpitaux? 0. Nous, en 10 ans quand même, on a refait complètement Donka avec des équipements de dernière génération. Allez-y voir. À Matoto, il y a des hôpitaux qu'on est en train de construire. À l'intérieur du pays, il y a beaucoup d'hôpitaux qu'on a construits, qu'on a renouvelés. Mais les 24 ans, excusez-moi, du régime Conté, c'est donc à Ignace. Mais ça date de la Première République. Oui. Quelle université dit de non? Rien. Quelle route? Il n'y en avait pas. L'électricité, il n'y en avait pas. L'emploi jeune, tu sais combien ça laisse à désirer. Ouais. Aujourd'hui, je ne dis pas que les défis sont relevés. Je ne le dis pas. Ouais. Je ne le dirai pas non plus. Je n'ai pas la prétention de le dire. Mais je sais que malgré les difficultés que nous avons dans la gestion, notre bilan est suffisamment éloquent au regard du passé récent de la Guinée. Et ce passé-là est à l'actif de la classe politique actuelle qui crie à tort et à travers d'alternance et de développement économique. Ouais. Elle ne constitue pas une alternative, encore une fois. Donc du coup, alors je vais vous offrir quelques minutes, une minute précieuse en ce qui concerne notamment la nouvelle formule de cette émission. Vous adressez aux Guinéens par cette caméra et leur dire pourquoi il faut voter d'abord et qu'est-ce qui justifierait le choix qu'ils devraient porter sur le président de la République pour la prochaine élection présidentielle. Vous avez une minute. Écoutez, je voudrais dire que aujourd'hui nous sommes engagés dans un processus politique, dans un pays en pleine mutation politique, économique et sociale. Le professeur Alpha Condé, en 10 ans, a redonné espoir à la Guinée parce que notre pays a repris sa place dans le concert des nations à travers la présidence de l'Union africaine que nous avons su assumer avec responsabilité et avec professionnalisme. Nous partons aux élections de 2020. 2020, c'est une année très importante. Moi, j'invite le peuple de Guinée, les jeunes en particulier, qui doivent comprendre
que le professeur Alpha Condé est l'alternative crédible pour permettre à la génération montante de continuer à participer davantage au processus de transformation sociale, politique et économique. Parce que avec le professeur Alpha Condé, les jeunes ont enfin la possibilité de faire ce que moi j'appelle souvent la transition générationnelle pour définitivement tourner la page des anciens politicards qui sont venus pas par conviction mais par opportunisme. Et vous l'avez compris, chers téléspectateurs de cette émission Starcom, plus particulièrement la télé Star 21 TV, c'est tout ce qu'on pouvait dire dans cette émission Starcom qui reprend la formule désormais consacrée à 1 heure avec des invités plateau. Et c'est avec plaisir d'ailleurs que nous retenons notamment à cette tranche de l'émission. Alors, honorable Suleiman Keita, tout le plaisir a été pour moi de vous recevoir dans cette émission Starcom. Merci d'être passé à Starcom et plus particulièrement à Star 21 TV. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'est la fin de cette émission. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention. J'espère tout simplement que cette émission vous a permis de mieux comprendre ce qui se trame en ce qui concerne l'organisation de l'élection présidentielle. Pourquoi pas du choix porté sur le président Alpha Condé et de la position du RPG Arc-en-Ciel sur le scrutin du 12 octobre 2020. Merci pour votre attention et surtout restez, restez avec nous sur Star 21 TV car le programme reste riche et varié. Au revoir.